Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast Homéorésie du vivant. Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre Etchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, de voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heurt de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Pierre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Homéorésie du vivant. Et un épisode qu'il me tardait d'enregistrer avec toi parce qu'il va tourner autour d'une phrase clé, d'une citation qui est la tienne, autour de la façon qu'on a de voir le monde. Je vais peut-être te laisser la citer, cette phrase qui te tient tant à cœur. On va pouvoir développer autour de ça aujourd'hui. Ce qui serait, je pense, très intéressant pour nos auditrices et auditeurs, c'est que tu puisses nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à penser les choses toi comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin, pardon. Et puis, qu'est-ce que ça soulève comme question et comment ça nous permet d'avancer finalement. Alors, quelle est cette citation ? Alors, cette citation, bien entendu, c'est qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense. Et effectivement, c'est une citation qui résume grandement l'avancée en fait de mes recherches ces 10 dernières années et qui symbolise un petit peu ce qui émane de la dernière partie, je dirais, des briques qu'on va poser au fur et à mesure l'année prochaine au sein de l'Académie, qui est vraiment l'homéorésie. L'homéorésie, donc on y reviendra bien entendu, mais c'est vraiment une étude dans laquelle on remet l'environnement en fait au devant de la scène et dans lequel on va étudier en fait son véritable rôle et sa véritable identité par rapport à notre façon de vivre, d'interagir et de percevoir les choses. Et cette idée, elle est venue assez tôt chez moi lorsque j'ai commencé à étudier, bien entendu, la philosophie, qui est vraiment le point de départ. Et lorsqu'on parle de philosophie, en tout cas en France, il y a vraiment un auteur qui est incontournable, qui est René Descartes. René Descartes, c'est un des philosophes que l'on peut nommer game changer, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui ont vraiment apporté une façon de voir les choses de façon totalement différente et nous a apporté des outils pour pouvoir comprendre justement cette façon que nous avions d'appréhender les choses. Alors, comme tout philosophe qu'il était, donc il était évidemment, comme à l'époque, il était aussi mathématicien, il avait énormément de casquettes, mais comme tout philosophe, son objectif, c'était d'aller à la rencontre de la vérité. D'accord ? C'était vraiment d'essayer de découvrir ce qui était vrai. Et donc, dans cette quête, dans cette recherche de vérité, la particularité de René Descartes, c'est qu'il va adopter une posture extrêmement singulière, qui est celle où il va se comporter un petit peu de façon paranoïaque sur la notion d'erreur. C'est-à-dire que il se dit que la meilleure façon d'accéder à la vérité, finalement, c'est de minimiser le nombre d'erreurs en fait, que l'on peut cumuler comme ça, de façon, même des toutes petites erreurs, mais quand elles sont cumulatives,
elles nous éloignent en fait de la vérité. Et donc, il va se poser la question de savoir finalement qu'est-ce qui peut nous induire en erreur, qu'est-ce qui peut être faux. Et il va arriver à un raisonnement assez extrême finalement, où il va considérer que absolument tout peut être faux à partir du moment où justement il ne l'a pas été démontré. C'est-à-dire que l'analyse qu'il fait, qui est extrêmement pertinente, c'est que notre façon d'accéder aux choses du monde, elles se font par l'intermédiaire d'une interface que sont nos sens. D'accord ? Donc, en fait, on ne peut pas accéder à la réalité de ce monde de façon directe. On y accède par l'interprétation qu'en fait notre organisme, notre corps et donc notre cerveau, des messages qu'il reçoit de son environnement. Et donc déjà, il perçoit finalement qu'il y a un biais qui est assez important et qui peut finalement, du coup, nous amener à faire des erreurs. Et donc, il se rend compte de fil en aiguille qu'il y a plusieurs sources d'erreurs dans notre façon d'appréhender le monde. Donc, il va parler évidemment, il va parler tout d'abord de l'éducation et de la science. Par exemple, on le sait, nous, aujourd'hui encore plus en 2023, on voit que l'éducation évolue, ce que nous apprenons des sciences évolue, parce que justement, ce que nous apprenons des sciences évolue. Et donc, ce qui était vrai il y a 200 ans n'est plus vrai aujourd'hui. D'accord ? Et donc ça, il s'en rend compte déjà à l'époque. Et donc, il se rend compte que ce qu'on apprend, finalement, n'est pas bancal, mais on ne peut pas s'assurer d'une objectivité totale sur ce que l'on sait à un instant T dans l'histoire des sciences. Et donc, on doit être extrêmement méfiant parce que une vérité en remplace une autre, en fait, une vérité relative, hein, celle à laquelle nous avons accès, elle est systématiquement remplacée, et donc on peut être trompé. Un autre exemple qu'il va donner, c'est la notion d'opinion. C'est-à-dire qu'il se rend compte en fait que les gens sont bourrés de croyances, d'idées reçues, et notamment d'opinions. C'est-à-dire qu'ils ont des avis donc, qui ne sont pas forcément structurés, qui ne sont pas forcément démontrés, mais ils basent tout leur récit, toute leur réflexion à partir de leur opinion. Et finalement, les opinions sont extrêmement, en termes de valeur, c'est ce qu'on va appeler en fait le niveau 1 de la connaissance. En fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier palier à partir duquel on va essayer de construire quelque chose de plus solide. Et ça, il se rend compte que les gens en fait en sont bourrés. Beaucoup de gens ont des opinions, mais en plus de ces opinions, ils ont des idées reçues. Et sur ces idées reçues, ils construisent des croyances qui vont un petit peu leur donner une image du monde dans lequel ils vivent. D'accord ? Et donc là, en fait, Descartes, il va se rendre compte qu'il y a un fossé, non seulement qui est très important, mais surtout qui est rempli d'embûches entre l'humain et l'accès à la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accès direct à la vérité. Et ce qu'il constate notamment, c'est que en fait, le fait que nous fassions énormément d'erreurs et que nous ayons des idées reçues qui sont faux, c'est pas la faute directement à l'homme, mais c'est plus lié à sa constitution, c'est-à-dire à la façon dont il est fait. Donc on parlait des sens tout à l'heure, mais aujourd'hui, on sait que l'intégralité des éléments, des informations que nous captons en fait de notre environnement sont perçues par nos sens. Et donc, nos sens vont nous dire ce qu'est le monde. Et comme ça passe par une phase d'interprétation, et en fait, il y a des parts d'erreur qui peuvent être en fait très très conséquents et donc détériorer un petit peu l'aspect de la réalité. Alors, lui, il va parler des sens, notamment, évidemment, tout le monde connaît les illusions d'optique, notamment, d'accord ? Mais il existe en fait des illusions pour l'ensemble des sens. Et ça, on en parle beaucoup moins. D'accord ? Donc, les illusions d'optique, ça, tout le monde connaît, on n'a pas besoin d'y venir. Les illusions auditives, ça, on les connaît. Hein ? On peut parler des éléments comme les acouphènes, par exemple, ou même les voix.
Non, c'est que certaines personnes entendent des voix, ou même des fois on entend quelqu'un dire quelque chose et on a l'impression qu'on nous appelle et en fait non pas du tout, c'était juste une espèce d'onomatopée ou de mots qui ressemblait et nous on l'a associé à ça. D'accord. Donc en fait on l'interprète de cette façon alors qu'au départ c'était pas le mot qu'on entendait. Mais il y a aussi les illusions gustatives. D'accord. Et ça c'est quelque chose aussi qui à notre époque est extrêmement ancré et qui n'existait pas à l'âge enfin, du moins à la période de Descartes. D'accord. Les illusions gustatives, qu'est-ce que c'est? Ce sont les additifs. D'accord. Les additifs sont utilisés pour, en fait, pour modifier les propriétés, comme la texture, l'acidité de nos aliments. Et ils sont présents en partie, et je dirais même essentiellement aujourd'hui, pour une seule raison, c'est tromper nos sens. C'est-à-dire qu'ils sont là pour donner l'impression au cerveau que l'aliment que nous mangeons a certaines propriétés qui lui conviennent, alors que c'est juste un tour de passe-passe. D'accord. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons une quantité d'additifs qui a explosé avec l'industrialisation depuis la Seconde Guerre mondiale, qui nous amène aujourd'hui en fait, à avoir des comportements alimentaires qui sont systématiquement trompés à partir du moment où nous consommons des aliments transformés. D'accord. Et donc on utilise en fait cet aspect faillible de l'homme dans son rapport à l'environnement pour l'amener à consommer différemment. D'accord. Et par extension, on peut aussi parler de tout l'univers de la publicité qui est basé sur ça. D'accord. La publicité, elle est uniquement fondée sur le fait qu'effectivement, nos sens sont des éléments interprétatifs de ce que nous percevons. Et donc, du coup, il suffit de trouver les éléments qui permettent de tromper le cerveau pour lui faire croire quelque chose, pour l'amener à consommer. C'est vraiment la publicité, c'est la conséquence de toutes les études qui ont été faites dans ce sens-là. D'accord. Exactement, c'est-à-dire qu'après on joue avec les émotions en faisant rappeler, en faisant ressentir des choses aux gens, en leur montrant des images ou des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce qui est réellement, mais ça va évoquer des choses chez la personne, et c'est ça qu'on essaye de réveiller pour l'amener à à adopter un comportement, une attitude qui va être bénéfique à l'industrie. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde de diversion et de divertissement, parce que absolument tout ce qui nous est proposé, tout ce qui est proposé à nos sens, est créé dans l'objectif de contrôler nos comportements pour nous amener à consommer. Voilà. C'est vraiment la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, toutes les études et les travaux de neuromarketing sont vraiment orientés sur ça. Comment faire pour amener les gens à faire ci, à faire ça. Par extension, et après je vais continuer mon raisonnement, mais par extension, la politique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on étudie le comportement des gens. À aucun moment, les politiciens vont avoir une façon de s'exprimer vraiment naturelle et vraiment sincère. Ils vont dire ce que vous voulez entendre pour générer chez vous un comportement qui va vous amener à voter pour eux. Donc la dimension politique est exactement calibrée sur la même chose. C'est pour ça qu'il existe des personnes qui écrivent l'intégralité des discours justement des politiciens, parce qu'il faut qu'ils disent certaines choses d'une certaine façon pour amener les gens en fait à se comporter d'une certaine façon. Donc ces gens-là en fait ont compris que justement notre accès à la réalité n'était pas direct. Et que comme elle n'est pas directe, on pouvait la maquiller et donc on peut la contrôler. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que Descartes, déjà à l'époque, c'est l'une des rares personnes qui a mesuré l'importance que ça pouvait avoir dans notre accès en fait à la vérité et à la réalité. Donc il y a évidemment donc on a parlé de l'aspect purement donc gustatif, mais il y a aussi des illusions olfactives. D'accord. On a notamment ce qu'on appelle la phantosmie.
Alors, c'est une forme d'hallucination donc olfactive, hein, et la plupart du temps, enfin la majorité des hallucinations olfactives, elles sont causées par une mauvaise interprétation d'un stimulus physique. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la parosmie. D'accord ? Mais dans le cas de la phantosmie, c'est très 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 spécifique. En fait, c'est la perception d'une odeur sans présence physique qui cause celle-ci. C'est-à-dire que... Et ouais, exactement. Donc, et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que là, il est possible, il est envisageable que ce n'est pas l'environnement qui génère le stimulus, mais que l'organisme lui-même, par une espèce de boucle de rétroaction, est capable de traiter ou de générer une information et de créer la sensation que ça vient justement de l'extérieur. Donc, le fait de connaître ces types d'illusions et de connaître ces différences, ça nous montre finalement à quel point l'interface en fait, entre nous et le réel est immense, vraiment immense. D'accord ? Donc voilà, donc là, il y a... Alors, c'est vrai que à la différence des autres illusions sensorielles, l'illusion olfactive, elle correspond en fait à une disparité entre la réalité objective et sa perception. D'accord ? C'est deux choses différentes. Par exemple, quand on va sentir par exemple quelque chose, les vapeurs d'un café par exemple, qui va sentir le citron, ou alors quand on va sentir quelque chose, mais qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'on est le seul à le sentir, les autres ne le sentent pas forcément. Ou alors on va sentir quelque chose, mais on va le sentir mal. C'est-à-dire qu'on va attribuer, par exemple, on va nous faire sentir une odeur, qui est par exemple, je ne sais pas, du citron, et en fait on ne va pas du tout sentir du citron, on va l'attribuer à autre chose. Pourtant c'est du citron que l'on sent. D'accord ? Et donc, en fait, l'objet émetteur, donc on va prendre le citron par exemple, ou l'objet, ou même la personne, on va prendre la personne, l'objet émetteur sent, d'accord ? Donc je vais sentir quelque chose, mais en fait c'est le cerveau du sujet récepteur qui détecte l'odeur. C'est-à-dire que si je sens un citron, j'approche le citron de moi, mais l'odeur ne va être détectée en fait que par la personne qui va ressentir en fait. Donc, ça pose aussi la question en fait de l'existence même de cette odeur en dehors du ressenti qu'a la personne. D'accord ? Parce qu'en fait, l'odeur que l'on va avoir, c'est un échange entre ce qu'on va capter de notre environnement et ce que notre cerveau va en faire comme interprétation. On a vu finalement que nos sens, finalement, à tous les niveaux, peuvent être trompés, qu'ils peuvent nous donner des informations différentes de ce qu'il y a véritablement dans notre environnement. Et donc, face à ce constat, Descartes en fait va développer une méfiance qui va être extrême. Il va être extrême. Il va dire, puisque nous ne pouvons percevoir notre environnement, c'est-à-dire la réalité, que au travers de l'interprétation de nos sens, mais en fait, nous pouvons systématiquement être trompés. Et ça, c'est vraiment... Oui. Oui, Pierre, là, on est au XVIIe siècle avec Descartes. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où il va commencer à assimiler l'homme à une machine en essayant de bien comprendre ce qui se passe. C'est ce qui a motivé finalement cette segmentation du corps humain. C'est cette méfiance dont tu parles là ? Alors, pas directement. C'est deux choses différentes. Alors, parce qu'en fait, il a écrit un ouvrage, vraiment un ouvrage majeur. C'est d'ailleurs l'un de ses premiers textes qu'il a publié, le discours de la méthode. Et ce dont je parle là, c'est vraiment le raisonnement qu'il a dans le cadre de cet ouvrage. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, comme très souvent en science, le titre dans l'histoire n'a pas été accompagné de son sous-titre. Et souvent, à l'époque, les titres d'ouvrages avaient toujours un sous-titre. Et donc, le titre principal, c'est donc « Discours de la méthode ». Et c'est comme ça, aujourd'hui, si tu vas acheter le livre de Descartes, tu vas l'acheter avec ce titre-là,
uniquement. Mais dans l'original, tu vas avoir discours de la méthode et entre parenthèses, tu vas avoir pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Ok. Et alors, en fait, le sous-titre en dit plus que le titre. On est d'accord, oui. Eh bien oui, complètement. Parce que là, on comprend dans quelle démarche est-ce qu'on se place. Et donc, à cette époque-là, il écrit cet ouvrage pour donner en fait la façon qu'il a de penser sa méthode et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se méfier de tout et de suspendre en fait nos croyances face à quelque chose qui n'a pas encore été démontré. Et donc, tous les sens étant potentiellement trompeurs, c'est quelque chose qui va se généraliser à tout son raisonnement, et il va essayer de mettre en place quelque chose qui va permettre tout de même d'accéder à la vérité malgré ce niveau de... je dirais, lui il parlait de corruption. En fait, il disait que la réalité est corruptible, parce que nous y avons accès avec nos sens. D'accord ? Et donc, il va essayer de voir comment est-ce qu'on peut dépasser cette corruptibilité et d'essayer d'approcher d'une certaine objectivité de la vérité. D'accord ? Et donc, ce qu'il comprend et ce qu'il faut vraiment mettre en avant là par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, de par notre constitution, c'est-à-dire le fait d'être humain, impose que intrinsèquement, nous n'avons pas accès directement au réel. Mais par nos sens, oui. Ok. Mais par nos sens. Et là, on va faire, moi je vais faire avec vous, et je le ferai d'ailleurs avec les académies scientifiques, un distinguo très clair entre le réel et la réalité. D'accord ? Le réel, c'est ce qui est commun à tous, mais accessible à personne. Et la réalité, c'est ce qui est en fait personnel et individuel à chacun, mais accessible à tous. Donc la réalité, c'est ce qu'on pense du réel. Non, voilà, c'est ce qu'on pense du réel. En fait, la réalité, il n'y a pas qu'une réalité, il y a autant de réalités qu'il y a en fait d'êtres vivants, parce qu'il construit le monde dans lequel il vit à partir de sa perception. Et c'est ça la réalité. Ça va être sa réalité. D'accord ? Donc il va projeter sur le monde sa façon qu'il a de voir, de percevoir en tout cas et de ressentir le réel, qui ne nous est pas accessible directement. D'accord ? Mmh. Et donc là, petit à petit, on s'approche clairement de mon propos et de ma citation. C'est-à-dire que lorsque je dis effectivement qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, ça veut dire que nous n'avons pas accès au réel. Nous n'y avons pas accès. Du simple fait que nous sommes vivants, nous avons un mécanisme, une interface, d'accord, qui nous oblige en fait à réinterpréter le réel de façon spécifique à nos besoins. Et c'est ça en fait la singularité du vivant. Donc on y reviendra plus tard. Mais c'est ça la singularité du vivant. C'est-à-dire que nous avons tous en fait quelque chose d'unique, quelque chose d'extrêmement unique, et c'est ça. C'est cet accès en fait à une forme de réalité qui n'existe pour personne d'autre. D'accord ? Donc, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est parce que nous n'avons pas accès au réel, mais comme on le pense, parce que c'est au travers de nos sens que notre réalité se construit et que l'on peut observer la réalité. Je précise, Pierre, qu'un petit peu plus loin là, dans notre échange, on prendra certains exemples concrets pour illustrer ce que tu veux dire. Bien sûr. Parce qu'effectivement, en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a énormément d'implications de ce que tu es en train de nous dire. Oui. Parce que sinon, de toute façon, on ne ferait pas un épisode complet là-dessus et tu n'aurais pas développé toute ta pensée là-dessus. Mais du coup, on ira plus loin sur certains exemples pour qu'on puisse vraiment cerner à quel point c'est important
quelles sont les implications, et puis que ça concerne tout dans notre quotidien finalement. Absolument. Mais à partir du moment où on ne peut pas voir le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, la pensée devient extrêmement, extrêmement importante. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à reléguer au second plan, ou alors à minimiser ou relativiser l'importance de nos pensées. Il n'y a que dans certaines traditions où on nous parle justement de l'importance de gérer la pensée, notamment au travers de certains types de méditation ou ce genre de choses. Mais la pensée, en fait, elle reprend une importance de premier ordre à partir du moment où on comprend, où on prend en tout cas connaissance de ce qu'on vient d'expliquer. Voilà. Parce que malheureusement aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'opinions, énormément d'avis, énormément de fausses évidences. Et ça, c'est ce qu'on va traiter en majorité au sein de l'Académie l'année prochaine pendant les formations. C'est qu'il y a aujourd'hui énormément de fausses évidences qui sont liées au simple fait finalement que comme on observe certaines choses, et ça on l'a vu dans le cours que je vous ai fait sur la physique quantique et sur la relativité, du simple fait qu'on observe les choses, il suffit à certaines personnes pour que ce soit vrai. C'est-à-dire que l'on confond l'observation avec la vérité. Et d'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure quand tu parlais de la réflexion de Descartes. Je me suis dit, est-ce qu'il connaissait du coup les travaux de Galilée, qui avaient remis en question le fait que ce qu'on observe, non, finalement, c'était peut-être pas tout à fait ça et qu'il fallait aller au-delà. Est-ce que ça a permis de construire lui aussi sa pensée ? Alors, lui, dans ce que moi j'ai lu, il n'en parle pas directement, mais on est quand même dans la même démarche. Hein. C'est-à-dire que comme ce sont des personnalités qui ont vraiment des connaissances et en sciences les plus dures, comme les mathématiques, et dans la philosophie, on en vient forcément, à partir du moment où on crée une unité dans les raisonnements, on arrive tous en fait à une même forme d'appréhension des choses. Donc forcément leur raisonnement s'est croisé à un certain moment. Mais en tout cas, il est évident que la pensée prend une dimension qui était extrêmement sous-estimée, voire méprisée jusque-là. Hein, c'est-à-dire que ce qui était important, c'était uniquement ce qui était observable, et c'était confondu avec la vérité. Jusqu'à ce moment-là, la vérité était liée à ce qu'on observait. Un petit peu à la méthode d'Aristote. Ok. Et du coup, là, toute cette réflexion qui émerge, là, tu parles de Descartes, est-ce que dans d'autres pays, du coup, on va dire que le raisonnement se fait à peu près en même temps, historiquement parlant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui émerge et qui va se répandre petit à petit sur ce siècle-là? Alors, par rapport à cette façon de voir le monde, René Descartes, par la suite, par sa méthode, va permettre en fait à une avancée extrêmement importante au niveau des sciences. Extrêmement importante. Parce que finalement, Descartes, il a douté de tout pour trouver la vérité. Ce qui est quand même assez paradoxal, parce qu'en fait, il n'a cru à quasiment rien pour pouvoir s'assurer qu'il allait pouvoir accéder à la vérité. Et donc, en ayant cette méthodologie, il a pu créer une façon d'accéder à une certaine forme, du coup, de vérité, et non pas à la vérité elle-même. Donc ça, c'est plus tard dans l'histoire des sciences, justement, notamment avec l'épistémologie. Et donc, cette méthode a permis un développement technique et technologique qui a été vraiment sans conséquences mesurables et comparables, c'est ça que je voulais dire, parce que sans conséquences, oui, énormes conséquences. Mais dans l'histoire des sciences, il y a quand même... il fait partie, quand je disais que Descartes était un game changer, c'était dans le sens où il a amené des outils et des façons de penser qui ont permis des avancées, mais vraiment, vraiment très, très, très importantes en sciences. Beaucoup plus que d'autres méthodes. Et donc, cette méthode-là a permis justement de décortiquer chaque approche scientifique et de s'assurer d'avoir une espèce de méthode qui garantissait effectivement une certaine forme de validité et qui ne suffisait pas
d'être nonchalant et simplement dire que parce qu'on observe ou parce qu'on ressent ou parce que l'on pense, ça suffit. Il faut, pour que ce soit l'accès à la connaissance nécessite une certaine quantité d'étapes, une certaine quantité de checkpoints au travers duquel la tension qui est exercée entre le réel et la réalité vont venir en fait nous donner une petite part de vérité. D'accord ? Et cette méthode-là, c'est la méthode qui prévaut encore aujourd'hui dans une certaine mesure, hein, c'est-à-dire que tout l'aspect réductionniste qui est venu par la suite nous on l'a vu en cours, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui dépasser, mais ce sont des outils qui nous ont permis de comprendre et d'appréhender des systèmes extrêmement complexes, comme le vivant, d'accord, pour lequel on n'aurait jamais pu, on n'aurait jamais pu accéder à un tel niveau de réflexion sans cette méthodologie-là. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que finalement, on est passé... En fait, on a... Aujourd'hui, le fait d'avoir eu cette méthodologie-là, on l'a prise comme quelque chose d'acquis et comme une fin en soi, alors qu'en fait, ça a été un outil pour aller plus loin, comme tu nous l'expliques souvent. Ouais. Et finalement, c'est ça pour beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est effectivement de se rappeler pourquoi on a fait telle ou telle chose, que ça a été un outil, mais que ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est l'importance du pourquoi, encore une fois. Et il est vrai que dans l'histoire justement du réductionnisme, et notamment par rapport à Descartes, ces effets et ces implications et ces résultats ont été tellement importants, il a fait avancer la science de façon tellement importante qu'on en a oublié qu'on avait posé un postulat au départ. Et que donc on avait fait comme si c'était vrai, mais que ce n'était pas vrai. Et ça a fonctionné tellement bien qu'on s'est dit, bon, ben, finalement, ça fonctionne tellement. On va oublier qu'on avait fait comme si c'était vrai. Et on va dire que c'est vrai. Et là, il y a eu un glissement qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des représentations erronées du vivant. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez des étudiants en médecine qui étudient les ouvrages, les bouquins d'anatomie, mais en fait, ça peut paraître évident quand on le dit, mais inconsciemment, il y a quand même ce processus qui a lieu. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les planches d'anatomie, donc dessinées, inconsciemment, on pense que c'est la réalité. C'est-à-dire que la façon dont c'est dessiné, c'est comme ça que sont les choses. D'accord ? Et alors, verbalement, on va dire, mais non, c'est que c'est pas comme ça. Mais c'est proche de ça. Et donc, le monde, on va le voir non pas tel qu'il est, mais comme on le pense au travers des images que l'on a créées par rapport aux planches anatomiques que l'on a étudiées. Et non pas tel qu'il est véritablement. Mais ce qu'on a oublié, c'est que les planches d'anatomie, au travers justement du réductionnisme, qui encore une fois, comme je dis, a été indispensable pour pouvoir accéder à certaines formes de complexité, est un leurre en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a permis d'accéder à des choses complexes, mais elles sont fausses. Elles sont fausses. C'est-à-dire qu'elles simplifient. C'est quelque chose de simpliste. Donc c'est intéressant et important d'accéder à cette forme de réductionnisme pour essayer de décomposer la complexité. Mais une fois qu'on y a accédé, il faut se rappeler que c'est faux et essayer de le recontextualiser dans quelque chose de plus objectif. Et ça, c'est souvent oublié. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la planche d'anatomie et on ne va pas se demander, ok, maintenant que je connais la planche d'anatomie, quelle est la réalité de ce que j'ai appris ? D'accord ? Comme quoi c'est extrêmement ancré en nous, ce sont des choses sur lesquelles on ne se pose jamais de questions, parce que finalement, même en le disant, même en l'expliquant, c'est très très dur et long parfois à déconstruire et à se dire que oui, effectivement, il faut dépasser ça. Parce que j'imagine que ce n'est pas une réflexion qui est unique ou qui est rare, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait sens, et pour autant, notre cerveau, il bloque à un moment donné. Oui, il bloque parce que justement, notre cerveau, il interprète les choses. Il interprète et donc il va projeter sur le monde ce que l'on pense et non pas ce qui est. Et donc si on étudie des planches d'anatomie à partir des livres, et notre cerveau va intégrer que c'est ça, en fait, la réalité, parce que c'est sa réalité. Mais pour le cerveau, il n'existe pas de réel. Il n'existe que la réalité. Sauf que nous existons quand même dans un monde qui est réel.
Et donc, on va projeter cette réalité, donc, qui est forcément réductrice, dans un monde réel qui, lui, est global. Et du coup, quelles sont les problématiques que ça pose? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Mais typiquement, ben là, alors ça va probablement faire office de notre podcast, mais l'image qui me vient, effectivement, c'est le cours que je vous avais fait sur le tissu conjonctif. C'est-à-dire que la représentation que l'on a pour apprendre justement comment sont constituées les différentes couches tissulaires, je ne parle pas de peau, de couches tissulaires du corps, mais on est obligé de les décomposer, sinon c'est inappréhendable. Mais très souvent, on s'arrête là. Et je me souviens que lorsque je vous ai fait le cours, que je vous ai montré une planche justement anatomique des différentes couches tissulaires, notamment au niveau de la peau et même sous-cutanée, et que je vous ai, après avoir fait le cours sur le tissu conjonctif, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que ce schéma était faux. Et même là, c'était difficile pour certains, je me rappelle, je dis mais il est faux, mais il n'est pas totalement faux quand même. Mais si, en fait, il est complètement faux par rapport à ce que je vous ai expliqué. Mais c'est difficile de dépasser la façon dont on a appris les choses. Et comme on l'a appris au travers du réductionnisme, il est très difficile de le projeter dans le monde de façon globale. Et du coup, pourquoi ça, c'est une entrave par rapport à ce qu'on peut faire et à ce qu'on peut vivre, penser et puis partager dans le quotidien? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets, mais peut-être pour poursuivre celui que tu as cité là, pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi c'est important de venir dépasser ça et pas simplement de se dire « Ok, j'ai compris que c'était pas tout à fait pareil, mais finalement, ça change quoi ?» Mais en fait, ça change tout parce que dans cette vision réductionniste, c'est-à-dire dans cette vision où on va rester dans une notion très réductionniste, très réduite du vivant, il est impossible d'accéder à la complexité du vivant. Or, le vivant, par définition, ce qu'il caractérise avant tout, c'est sa complexité. Donc, si nous ne faisons pas cet effort, on peut ne pas le faire. On peut très bien se contenter de rester dans ce niveau de réalité et puis on continue à vivre, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut oublier le souhait ou il faut mettre de côté l'espoir de pouvoir appréhender de façon objective ce qu'est le vivant, véritablement. Parce que le vivant est basé sur la complexité et la complexité ne peut pas s'exprimer au travers du réductionnisme. C'est impossible. Parce que le réductionnisme, c'est quelque chose qui n'a pas de mouvement, en fait. C'est quelque chose d'inerte. D'accord ? Ce sont les planches d'anatomie. Le réductionnisme, c'est ça. Vous séparez les choses. Par contre, le vivant, c'est tout sauf ça. En fait, le vivant, c'est lorsque tout se met en mouvement et qu'il y a du dynamisme. D'accord ? Ça, c'est vraiment la deuxième caractéristique du vivant. L'aspect dynamique. C'est quelque chose qui n'est pas inerte. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de la santé, quand on parle de tout ce qui a trait à l'épanouissement personnel, à tout ce qui a trait en fait à nous et aux vivants, mais ça, c'est des choses dont on ne peut pas faire l'économie si on veut pouvoir travailler dessus de façon vraiment efficace. Si on reste à ce niveau de réductionnisme, si on reste à ce niveau de réalité, en fait, on s'empêche nous-mêmes d'accéder à un certain niveau supérieur de réalité. D'accord ? C'est-à-dire, quand je dis supérieur, attention, je veux dire par là une vision plus fine, plus objective, en fait, qui se rapproche plus de la réalité, sans pouvoir jamais atteindre le réel. D'accord ? C'est-à-dire, on se rapproche du réel, plus on affine, c'est-à-dire que plus on transforme l'aspect réductionnisme que l'on a, par exemple, on prend pour l'aspect histologie. D'accord ? On prend les différentes couches du corps qui sont en fait présentées dans les planches d'anatomie, justement, comme des couches de lasagne. D'accord ? Les unes sur les autres. Bon. Ça, c'est très bien pour qu'on puisse appréhender les différentes couches. Mais le problème, c'est que dans la réalité, lorsqu'on fait de la dissection, par exemple, on voit bien que la séparation nette, telle qu'on les présente dans les planches d'anatomie, n'existe pas. Elle n'existe pas.
Il n'y a pas, en fait, de différenciation. Et donc, si vous restez sur l'aspect purement réductionniste de la planche d'anatomie, en fait, vous allez construire et vous allez projeter sur le monde une image non seulement inerte du vivant, mais aussi segmentée. Et donc, aux antipodes de l'unicité et du principe holistique sur lequel se base le vivant. Et vous serez incapable de façon structurée, organisée, d'appréhender le principe holistique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est beaucoup utilisé. On parle d'unicité, mais encore faut-il pouvoir l'appréhender, c'est-à-dire pouvoir le construire, le structurer sur des choses concrètes. Et ça, ce n'est possible que si on dépasse cet aspect réductionniste des éléments et des approches que nous avons actuellement. Et du coup, ça revient à quelque chose que tu dis assez souvent, à savoir qu'on se voit nous-mêmes en 2D. C'est-à-dire que quand on pense à nos reins, à notre cœur, à notre... En fait, on se voit en 2D et effectivement, de façon immobile et statique. C'est ça. Donc, et là, on va pouvoir aller très loin dans cette réflexion. Parce que on est en train là de parler de la façon dont nous nous voyons et la façon dont nous nous représentons. Donc, tu te rappelles, dans les précédents podcasts, j'avais expliqué l'importance de la méthodologie scientifique qui avait permis, par exemple, de savoir que l'univers avait tant d'années. Et que du coup, nous avions passé effectivement que l'univers, du moins, avait passé le plus clair de son temps sans nous. Et que du coup, d'un point de vue de la posture, ce n'était pas la même chose que de s'imaginer que l'univers dans lequel nous vivons a vécu une grande partie sans nous. Et que nous, finalement, du coup, on est arrivé il n'y a que très peu de temps. Et donc, on va plutôt se considérer comme des invités. Et donc, ça va nous inviter à plus d'humilité. Plutôt que de se dire que l'univers a été créé en même temps que nous, dans quel cas on pourrait penser que nous sommes en droit de considérer que nous sommes les propriétaires de cet univers. Je ne parle même pas du monde, je parle carrément de l'univers. Et donc, que l'on peut se comporter comme si nous étions dans notre chambre. Et donc, faire un petit peu n'importe quoi. Et donc, on voit bien que la façon que nous avons de penser le monde agit sur notre posture. Notre façon de nous représenter agit sur la façon dont nous nous comportons. Avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Et oui. Et du coup, là, on ne peut pas s'empêcher de citer ta fameuse phrase que le foie n'existe pas. Oui. Parce qu'effectivement, tu parlais de dynamisme, de globalité, et aussi de la fonction de certains organes et de la façon dont on va effectivement tout sectoriser. Oui. Et du coup, ça nous amène à penser que le foie, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, c'est un organe tout seul, de son côté, que les autres organes sont tout seuls de leur côté, du coup, dans l'image qu'on se fait de notre corps, de l'interaction entre tout ça, c'est complètement faussé. Alors, c'est rigolo que tu prennes cet exemple parce que je vais raconter l'anecdote parce qu'elle cadre complètement finalement avec le sujet. Cette anecdote, elle avait eu lieu lors d'un cours justement de dissection. J'étais en cours de dissection et j'étais donc avec des personnes et ces personnes-là étaient en médecine. Et donc, j'avais un ami à moi, donc, avec qui j'étais là, qui lui suivait un cours de médecine. Et justement, pendant cette dissection-là, donc, on étudiait justement le foie à ce moment-là, et je lui ai dit, mais pour le provoquer, j'ai dit, mais tu sais, ce foie-là, il n'existe pas. Et là, donc là, le foie, en plus, il est énorme, c'est l'organe le plus volumineux du corps, donc, il me prend deux, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il n'existe pas? Mais je dis, regarde, tu vois là, ce foie-là, ce que je touche là, mais il n'existe pas. Il s'arrête de faire ce qu'il me regarde, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, il pensait vraiment que je faisais un malaise, que j'étais pas bien. Et je dis, non, je t'en parle parce que, en fait, on l'a étudié de façon complètement isolée en physiologie et en anatomie pendant les cours. Maintenant, on vient regarder comment est-ce qu'il est en vrai. Et tu te rends bien compte que là, on a énormément de mal à le différencier des autres structures. Donc, je ne vais pas utiliser de termes trop techniques, mais le foie est enveloppé d'un tissu qu'on appelle le parenchyme hépatique. Bon, mais c'est une extension, si tu veux, des fascias, et c'est ce qui va lui permettre en fait d'être relié aux autres organes et aux autres structures.
Et donc, quand on dissèque, on se rend compte que c'est extrêmement difficile, voire impossible, de trouver la limite exacte du moment où commence le foie et là où il s'arrête. Tant les tissus sont imbriqués les uns dans les autres. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on voit toute la connectivité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un ligament qui le relie au diaphragme, on voit qu'il y a un ligament qui le relie au rein à droite, on voit qu'il est relié en fait à toutes les structures du corps, de façon directe par les ligaments ou de façon indirecte par le tissu conjonctif. Donc, quand tu cumules les deux éléments que je viens de citer, c'est-à-dire le fait d'être incapable de limiter clairement dans l'espace le foie, plus le fait de se rendre compte que finalement il est connecté et donc il interagit avec l'intégralité de l'organisme, via notamment le tissu conjonctif, mais en fait, le foie, tel qu'on le présente dans les livres d'anatomie, n'existe pas. C'est-à-dire qu'on l'a déconstruit, on a imaginé un foie décontextualisé pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir l'apprendre, ok. Mais une fois que tu reviens là, dans le corps, ce n'est plus du tout ça. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, ton foie, donc c'était même presque le contraire, c'est-à-dire que le foie qu'on voit là, il existe. Par contre, il n'a rien à voir avec le foie que tu apprends. Oui, et du coup, comme ça, c'est très parlant de se dire qu'effectivement, par rapport aux tissus, donc tu parlais des tissus, tu parlais de la peau tout à l'heure et des tissus qui sont en dessous, là tu l'as redit pour le foie, mais en fait c'est quand même assez fabuleux de se dire qu'il n'y a pas tant de distinction, comme justement on se le représente entre tous les tissus du corps, la peau, la première couche, donc ces fameuses couches de lasagne, qu'on se représente, et en fait ce n'est pas ça. Et finalement c'est presque comme les yeux, quand j'avais appris que les yeux c'était finalement le cerveau, notre cerveau, une partie visible de notre cerveau, c'est assez fou en fait. À partir du moment où on vient poser d'autres mots et puis se dire, ça permet une autre représentation des choses et ça permet aussi de comprendre certaines choses, pourquoi c'est important de faire ci ou de faire ça. Les neurones sur les amélanocytes qu'on a sur les yeux qui vont capter la lumière, etc. En fait, c'est sûr que ça rend tout ce qu'on sait finalement plus riche, plus lumineux, et ça permet de comprendre plein de choses. Et ça nous rapproche plus de cette notion uniciste et holistique, en fait. D'accord ? Donc, parce que la notion holistique, c'est bien d'en parler, mais moi, quand je lis ou quand j'entends même des personnes en parler, ils le posent là comme si c'était un état de fait. La globalité, oui, le corps n'est qu'un, l'univers, tout ça. Mais d'accord, mais comment ? Pourquoi ? Je veux dire, est-ce que je dois l'accepter comme j'ai accepté le reste ? Ou est-ce que j'ai des éléments aujourd'hui qui me permettent, effectivement, comme le disait Descartes, de m'assurer que c'est une vérité et que ce n'est pas une simple opinion. Une opinion, certes, qui est séduisante, parce que moi j'aime bien me dire que tout est un, c'est sympa, mais est-ce que c'est vrai ? Et aujourd'hui, nous avons les éléments, en fait. Et tout le monde, à mon sens, tout le monde devrait au moins les connaître, ces éléments-là. Parce que dans notre façon, du coup, de nous représenter nous, mais aussi de représenter les autres. C'est-à-dire que les gens qu'on aime, les gens que l'on côtoie, on se les représente différemment, de façon beaucoup plus riche et finalement de façon beaucoup plus humaine. Et je pense que cette quête, finalement, un peu de vérité, c'est aussi une quête un peu vers un peu plus d'humanisme, en fait. Parce que c'est des choses qui nous renvoient systématiquement au lien. Comme pour le foie, on voit qu'il est en lien avec tout le reste du corps, mais comme toutes les autres structures du corps. Et donc, dès qu'on commence à dépasser ce réductionnisme, on comprend que tout est relié. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on le constate. On peut le mesurer, on peut l'expérimenter à tous les niveaux. Et donc, à se demander même, et ça on le verra dans le module sur l'homéorésie, mais à se demander même si ce n'est pas la seule chose qui existe réellement. Le lien. Et
Oui, non, du coup, ça me refaisait penser à nouveau aussi à la fameuse conférence que tu avais donnée au Festival du potentiel humain, dont on parlait Ouais. dans un précédent podcast. Ouais. Et justement, finalement, tout ramène à ça. Ouais. Tout ramène à ça. Et c'est vrai que Absolument. finalement, quel que soit le fil qu'on tire ou la porte C'est ça. d'entrée qu'on prend, ça nous ramène à ça. Donc, de toute façon, c'est sûr que ce sera un sujet central. Et Exactement. justement, ça me refait penser à quelque chose que tu disais juste avant, c'est-à-dire qu'on devrait finalement tous faire ce travail d'aller plus loin, de dépasser tout ça. Ouais. Cela dit, on n'a pas tous la possibilité, par exemple, de faire des dissections et de constater ce que toi tu as pu constater. Tout à fait. Quel est le chemin pour prendre conscience de ça? Mhm. J'ai envie de dire que toi, tu vas mettre une énorme pierre à l'édifice avec ton académie, bien Ah, mais évidemment. complètement, parce que comprenons-nous bien la quintessence de la formation de l'année prochaine, c'est-à-dire là où on va arriver en fait à l'homéorésie, on est uniquement sur ça, c'est-à-dire sur le lien. D'accord? Donc on va déstructurer, on va déconstruire tout ce dont on a parlé et tout ce qu'on a relevé là, notamment par rapport à ces fausses croyances, à ces opinions-là, pour reconstruire en fait sur tous ces éléments en fait que je vous apporte en général de façon un petit peu éparse au travers de mes différentes interventions. Là, on va tous les rassembler pour les construire et les structurer de façon déjà originale, mais aussi avec un point de mire qui sera vraiment la compréhension de cette homéorésie qui, pour moi, aujourd'hui, résume complètement l'importance du lien. Pour moi, tout est là, en fait. C'est vraiment dans le lien. Mais quand on parle lien, encore une fois, comme on voit le monde, non, comme on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense, moi, je ne pense pas le lien aujourd'hui de la même façon que d'autres personnes. Moi, je le pense en termes d'homéorésie. Et donc, ce que je souhaite, c'est permettre aux gens de le voir aussi de cette façon-là, pour qu'ils puissent, dans leur propre développement, dans leur propre vie, façon de penser, d'appréhender les choses, de faire, même pour faire de l'art, de faire n'importe quoi d'autre, qu'ils puissent avoir cet outil-là. Mais si on ne l'a pas, mais en fait, ça limite dans notre possibilité d'accéder à une certaine forme de réalité. C'est-à-dire à une réalité qui, à mon sens, aujourd'hui représente quelque chose qui se rapproche plus du réel que le réductionnisme dans lequel nous baignons encore aujourd'hui, hein, en 2023. Comme tu disais, les gens, même s'ils n'y pensent pas, si je leur demande de s'imaginer leur corps à l'intérieur, ils se l'imaginent inerte et en 2D. En 2023, c'est pas normal. Il y a tellement de choses que nous avons découvertes dans les sciences du vivant, aujourd'hui, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et de toute façon, on en avait parlé aussi dans un épisode précédent, mais c'est sûr que là, toutes les formations que tu vas donner sur 2024 au sein de l'Académie, ce sont des formations de base, alors pour aller plus loin avec toi en tant qu'académicien, mais ce sont aussi des formations de base pour n'importe quelle formation qui serait faite par la suite dans n'importe quel domaine, parce que c'est un socle justement de Exactement. compréhension. C'est-à-dire qu'on va reprendre des formations qui se font même actuellement, mais au travers le prisme de ce que nous aurons déconstruit et reconstruit au travers de la formation de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va avoir un outil d'appréhension de la réalité et de se rapprocher du réel, qui sera un outil original, inédit et unique, qui n'est que la synthèse en fait de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, mais qui n'a pas été intégré finalement dans les sciences de la vie, ou alors avec beaucoup de retard, et qui permettra en fait aux gens d'avoir une façon de percevoir les choses, un décodeur complètement inédit, mais du coup qui est ancré en 2023, c'est-à-dire qui est beaucoup plus moderne, et qui permettra du coup de refaire des formations qu'ils ont faites auparavant, et de les comprendre de façon moderne. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que je pourrais imaginer ? Imaginez une personne qui fait une formation, je ne sais pas, en énergétique, par exemple. Tu vois, les médecines énergétiques, n'importe quoi. Bon, mais il existe, et ça on le verra, hein, il existe des bases scientifiques, en fait, sur l'énergétique. Il y a des tonnes de données. Malheureusement, il y en a tellement que c'est difficile de trouver, de construire quelque chose de raisonné là-dedans, mais c'est possible. C'est possible. Donc ça ne veut pas dire que, encore une fois, au niveau de la science, que la science explique tout, et ça je pense que l'avoir bien expliqué, mais que c'est un outil
qui permet d'accéder par contre à des choses qui sont complètement inédites et par lesquelles il n'y a aucune autre méthode en fait qui permettrait d'accéder au même type de résultat. D'accord ? Et donc, on ne peut pas faire l'économie de ces éléments-là. Donc, quelqu'un qui fera cette formation et qui verra du coup, parce qu'on renommera du coup les termes d'information, d'énergie, et on verra véritablement en 2023 qu'est-ce que ça signifie ces termes-là. Comment on se les représente ? Parce qu'on les utilise en permanence, mais je ne suis pas sûr que la plupart des gens comprennent de quoi ils parlent. Alors, on est poli entre nous, c'est-à-dire qu'on accepte de se dire que oui, on croit savoir de quoi il s'agit. Mais attention, parce que ce serait un terme, je dirais banal, enfin pas banal, mais un terme rare, qu'on n'utilise pas souvent. On pourrait se permettre. Mais là, des termes comme l'énergie, comme l'information, ce sont quand même des mots qui sont à la base de la plupart des modèles qu'on utilise pour développer des raisonnements. C'est-à-dire qu'on développe des techniques, on développe des thérapeutiques, on développe même des centres à partir du raisonnement qu'on a eu de ces mots-là. Donc là, même d'un point de vue éthique, je dirais, il y a une responsabilité extrêmement forte pour s'assurer qu'on a au moins fait le travail nécessaire de savoir ce que l'on sait réellement aujourd'hui en 2023 de ces termes-là. D'accord ? C'est-à-dire que quand il y a une personne qui vient, qui vous fait confiance, notamment en consultation par exemple, vous devez, d'un point de vue éthique, d'avoir fait le maximum pour vous assurer de savoir ce que l'on en sait pour, dans un premier temps, éviter d'être dangereux. D'accord ? Et ça, on le verra, donc, parce que ce sera l'un des grands modules probablement de 2025. On fera un module justement qui sera sur l'anamnèse, où effectivement, on le voit dans le cadre de l'anamnèse, il est primordial de connaître parfaitement les tenants et les aboutissants des termes que nous employons dans nos raisonnements. On ne peut pas faire l'économie de cela. On ne peut pas parler d'énergie comme ça, à tout bout de champ, pour tout et n'importe quoi, pour argumenter finalement quelque chose où... Alors parfois, malheureusement aussi, ça masque des carences, ça masque des lacunes. C'est-à-dire qu'on va utiliser des termes que tout le monde croit comprendre pour masquer des lacunes, c'est-à-dire le fait que nous-mêmes, nous n'avons pas compris. Et du coup, on met un terme un petit peu fourre-tout qui va permettre quand même de vendre l'argumentaire. Mais ça, d'un point de vue éthique, c'est pas très correct. C'est pas très correct parce qu'on a quand même des gens qui viennent nous voir, qui nous font confiance. Et à partir de là, on se doit d'être carré. D'accord ? Oui, puis on peut pas construire dessus, de toute façon. Si on ne sait pas exactement, on peut pas aller plus loin, c'est impossible. On est bloqué. C'est risqué, c'est bancal. Et à tout moment, vous allez être soumis. En fait, si jamais une personne vient vous voir qui a un minimum de bagou, un minimum de prestance, un minimum d'aura, elle va vous déstabiliser et elle va remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Et pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous remettre en question pour que vous puissiez rebondir et aller plus loin. Non, non, elle va vous déstabiliser pour que vous remettiez en question vos compétences même. Et là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc là, je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'il faut revoir. Il faut raser un petit peu ces fondamentaux un peu bancals. D'accord ? Einstein parlait en fait de construire de la connaissance sur du sable. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On est sur des choses très, très instables. Et donc, au bout d'un moment, ça va forcément s'écrouler. Donc, il faut remettre ça à plat, reconstruire sur des choses plus solides. Ça ne veut pas dire des choses vraies, mais des choses qui soient plus justes par rapport à ce que nous savons en 2023. Ça sera probablement faux dans 2 ans. Mais en tout cas, par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus juste. Et nous devons, à mon sens, dans l'exploration du vivant, d'être le plus juste possible. Et c'est ça qu'on peut faire le mieux. Parce que souvent, dans tout ce qui est thérapeutique et tout ça, on demande aux gens d'être efficaces. Mais en fait, non, hein, l'efficacité, ça c'est quelque chose de très secondaire. Ça peut choquer, mais c'est le cas. L'efficacité, c'est quelque chose de très secondaire. D'abord, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une posture et une éthique irréprochable. C'est-à-dire d'être certain
ou en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour vous assurer de ne pas être dangereux vis-à-vis de l'autre. D'accord ? Et ensuite, de vous assurer de faire ce qu'il faut pour ne pas faire de bêtises, c'est-à-dire pour ne pas nuire à la personne. Et à partir de là, vous y mettez tout votre cœur, vous y mettez tout votre être, en fait, et les choses, elles se font. Mais l'efficacité, elle vient dans un deuxième temps. Mais tu disais que le système, enfin qu'il est nécessaire là de faire ce travail-là maintenant, parce que finalement, ça pourrait, le système pourrait s'écrouler, mais en fait, il est déjà en train d'être en complète difficulté à cause de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc c'est sûr que là, faut pas attendre. Je veux dire par là que c'est maintenant que c'est nécessaire. C'est pour ça que même si moi j'ai attendu quelques années avant de faire ça, parce que j'attendais d'avoir une vision assez solide et globale du travail que je voulais amener. Mais là, il y a quand même une urgence. C'est-à-dire qu'avec tous les événements que nous avons vécus, on l'a vu notamment avec la période Covid, on a vu à quel point le rouage était quand même en difficulté et qu'on pouvait très vite se retrouver dans des situations extrêmement périlleuses. Pierre, pour conclure par rapport à l'épisode là qu'on avait démarré sur ta citation, on ne voit pas le monde tel qu'il est mais comme on le pense, j'avais envie de te demander peut-être de parler de la caverne de Platon. Qui figure d'ailleurs sur ton site internet, tu y fais référence et tu en parles. Et comment tu lis ça à notre sujet aujourd'hui dans l'épisode ? Bien, en fait, la citation, elle reprend en fait. La citation, elle reprend cette allégorie de la caverne de Platon. C'est-à-dire que en gros, ce que l'on pense, c'est justement les ombres de la caverne. Tu peux reprendre peut-être ce que c'est que cette allégorie ? Oui. Bon, alors, en quelques mots. Hein. Oui. Alors en fait, c'est alors, comment est-ce qu'on va l'amener ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs variantes pour ça. En gros, on va prendre l'image de personnes en fait qui ont grandi et qui ont construit l'image de leur monde à partir d'une grotte. Dans la grotte, en fait, donc le soleil rentre et avec la lumière, ça projette des ombres sur le mur de la grotte et les gens qui vivent dans la grotte vont penser en fait que ces projections sont en fait la réalité. D'accord ? Alors qu'en fait, ce ne sont que des projections de quelque chose d'autre. Et certaines personnes, à un moment donné, dans la grotte, vont vous dire « Mais attendez, ce qu'on voit là n'est peut-être pas la réalité. » D'accord ? Il y a peut-être un réel. Et ce réel, pour le voir, il faut peut-être sortir de la caverne. D'accord ? Et donc la personne va sortir de la caverne et voir qu'en fait, il y a un monde qui n'a absolument rien à voir avec ce qui était projeté sur le mur, qui était secondaire, et qui était en fait lié à l'interaction entre le soleil, les objets de la caverne et le mur de la caverne. Tout comme nous, quand on pense, c'est une interaction entre l'environnement, donc entre le réel, l'environnement, les signaux chimiques de l'environnement et notre cerveau. D'accord ? Donc, par rapport à cette allégorie, en fait, la réalité correspondrait à ce qui est à ce qu'on retrouve sur le mur et qui est projeté par le soleil, donc cette espèce d'ombre chinoise, et le réel correspondrait finalement à ce qu'il y a à l'extérieur. D'accord ? Et donc, nous, aujourd'hui, la seule possibilité que nous avons, c'est d'affiner. Nous n'avons pas la possibilité, du fait que nous soyons intrinsèquement dépendants de l'interaction avec notre environnement pour accéder à la réalité, nous ne pouvons pas sortir de la caverne. La seule chose que nous pouvons faire, c'est affiner toujours plus les projections qu'il y a sur le mur de la caverne. Et avoir conscience que ce sont des projections. Et avoir conscience que ce sont des projections, bien entendu. Mais on affine les projections uniquement à partir du moment où nous en avons conscience. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à les affiner. C'est-à-dire qu'on prend les choses telles qu'elles sont. La réalité, c'est ça. Non. Ce qu'on voit là, c'est une interprétation, quelque chose qui est modifié le réel et c'est projeté sous forme de réalité. Mais ce n'est pas ça. Ah,
D'accord. Donc, comme disait Descartes, qui avait compris ça, il dit, donc, comme on ne peut pas accéder au réel, on va essayer d'affiner notre niveau de réalité pour s'approcher du réel. Donc, on va jouer et essayer de voir comment est-ce qu'on peut jouer sur la finition un petit peu de ces projections pour que cela nous en dise plus sur l'objectivité du réel et donc de la vérité. Pierre, super, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode. Et dans le prochain, on va explorer quelque chose qui va parler à tout le monde, mais qui peut-être n'est pas connu sous ce terme-là, en tout cas sous le terme médical, j'ai envie de dire, en tout cas c'est l'embryologie. Ouais. Un cours que tu donnes également au CNH, l'embryologie, très en détail. Et je l'annonce ici parce que finalement c'est tellement la suite de ce qu'on vient de dire que ce serait trop dommage de ne pas enchaîner directement avec le prochain, parce qu'effectivement là tu vas mettre l'accent aussi sur le fait que c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui n'est pas fiché, qui n'est pas en 2D, et il y a vraiment beaucoup de perceptions qu'on peut avoir autour de ça, qu'on va essayer justement de développer un petit peu, de montrer du doigt et puis d'aller plus loin dans le prochain épisode. Très bien. À très bientôt. Merci Aurélie. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.